Alors aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante qui vient du livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. L'idée est assez simple, mais elle va un peu à contre-courant. Quand il s'agit d'argent, le succès dépend beaucoup moins de notre intelligence que de notre comportement. Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est ça, le cœur du sujet. Hausen nous dit que la gestion de l'argent, en fait, c'est pas une science dure. C'est une compétence humaine, une soft skill. Et le truc qui est assez fou, c'est qu'on peut être un vrai génie de la finance, avec des diplômes et tout, et quand même finir sur la paille si on ne maîtrise pas son propre comportement. On a souvent tendance à voir l'argent comme de la physique, avec des règles bien précises, des lois, des formules à appliquer. Mais la réalité, c'est que ça ressemble beaucoup plus à de la psychologie. C'est un domaine gouverné par les émotions, les biais cognitifs et des comportements qui sont, disons-le, souvent irrationnels. Et c'est ce changement de perspective qui change absolument tout. Notre premier grand thème, donc, c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de résoudre une équation complexe, mais plutôt de comprendre comment notre esprit fonctionne quand il est face à des décisions financières. Passons maintenant à notre propre cerveau financier, parce que chacun d'entre nous a une vision du monde et de l'argent qui est absolument unique et qui a été façonnée par des forces qu'on ne voit même pas. Pensez-y une seconde. Nos expériences personnelles avec l'argent, elles représentent une part infime, un 0,000 à rien du tout de ce qui s'est passé dans le monde. Et pourtant, elles peuvent se construire jusqu'à 80% de notre manière de penser le fonctionnement de l'économie. Quelqu'un qui a grandi pendant une crise ne verra jamais le risque de la même façon que quelqu'un qui a connu que la prospérité. Et ça nous amène à un point qui est, je trouve, fondamental. Personne n'est fou. Une décision qui semble complètement dingue pour une personne peut être parfaitement logique pour une autre. Tout dépend de son histoire, de ses peurs, de ses rêves. C'est tout ça qui programme notre logiciel financier, en quelque sorte. La génération dans laquelle on est né, les valeurs transmises par nos parents, l'économie de notre jeunesse et même, il faut l'admettre, une sacrée part de chance. Tous ces éléments créent un filtre unique à travers lequel on prend nos décisions. Bon, maintenant, changeons un peu d'angle. On a parlé de notre psychologie interne, parlons des forces externes, de ces règles souvent invisibles qui régissent vraiment la création de richesse. Prenons Warren Buffett. Tout le monde pense que son succès est dû à son talent incroyable pour investir. Et c'est vrai, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le vrai secret, il est ailleurs. Regardez ce chiffre, 81,5 milliards de dollars. C'est une somme qui donne le vertige. Mais le plus intéressant, ce n'est pas le montant, c'est son origine. Et voilà la clé. Cette somme colossale, c'est la part de sa fortune qu'il a accumulée après son 65e anniversaire. C'est ça la magie des intérêts composés qui travaillent sur une très très longue durée. Les gains génèrent d'autres gains, et ainsi de suite. La conclusion est lumineuse. Son talent, c'est l'investissement. Mais son secret, c'est le temps. La patience, la longévité, ce sont des moteurs de richesse bien plus puissants que la recherche de rendements spectaculaires à court terme. Et ça, c'est une autre idée paradoxale et très importante. Les compétences qu'il faut pour s'enrichir sont quasiment à l'opposé de celles qu'il faut pour le rester. Pour créer de la richesse, il faut une dose d'optimisme, savoir prendre des risques. Mais pour la conserver, là, il faut de l'humilité, une certaine forme de paranoïa et surtout se concentrer sur la survie de son capital. D'accord, mais alors, pourquoi on accumule de l'argent? C'est quoi le but final de tout ça? La réponse n'est peut-être pas celle qu'on imagine. Il y a une distinction cruciale à faire entre être riche et être aisé. Être riche, c'est souvent lié à un gros revenu, et c'est visible, les voitures, les maisons. Être aisé, c'est la richesse invisible. C'est le revenu qu'on n'a pas dépensé. C'est cet argent-là qui offre des options, de la flexibilité. Cette citation est parfaite pour illustrer ce qu'on appelle le paradoxe de l'homme en voiture. Elle dit que dépenser pour montrer combien on possède, c'est le moyen le plus rapide d'en avoir moins. Quand on voit une voiture de luxe, on admire la voiture, pas forcément le conducteur. On pense, si j'avais cette voiture, les gens m'admireraient. C'est un jeu de dupes. Alors, c'est quoi le vrai gain? Le voilà. Le plus grand, le plus beau dividende que l'argent puisse verser, c'est le contrôle sur son propre temps. C'est l'indépendance, l'autonomie. Et ça résume l'objectif ultime. La capacité de faire ce qu'on veut, quand on le veut, avec qui on le veut, et pour aussi longtemps qu'on le veut. Ça n'a pas de prix. C'est le plus grand luxe que l'argent puisse acheter. Pour conclure, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une seule et même question. Une question très personnelle. Au final, à quel jeu est-ce qu'on est en train de jouer? Le but, le vrai, ce n'est pas de battre le marché boursier ou d'avoir une plus belle pelouse que le voisin. Le vrai succès, c'est de définir ses propres règles du jeu, en fonction de sa propre psychologie et de ses propres envies. Et on va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Quelle est la stratégie financière qui permet de dormir sur ses deux oreilles? La réponse, bien sûr, est différente pour chacun d'entre nous. Et la trouver, c'est ça, la véritable clé d'une vie financière apaisée.